Toi aujourd'hui, qui est dans ce milieu, si je te disais, tu peux aller acheter une voiture, là, n'importe laquelle, un investissement pour le futur. Réaction, réaction et surtout propulsion. Vous avez bien mangé? Très bien. Super. Et je pensais à un truc, c'était quoi que je t'avais dit la phrase là, qui était pas mal? Ah, lui il m'a dit une phrase qui était pas mal. À la fin à la fin de TPMP avec Hanouna, je sais pas si vous regardez, il a la Salut télé. le chéri. La télé n'est que de la... Non. Ah oui, la télé, c'est que de la télé. C'est que de la télé. Et moi j'avais dit l'automobile. Non. L'automobile est une passion, mais il faut faire attention. Oh, c'est mignon ça. C'est mignon. C'est mignon comme tout. Hein. Oh, c'est trop Je mignon. trouve ça sympa parce qu'en réalité, il faut faire attention. Il faut faire attention. C'est vrai, c'est vrai. Bah, je pense qu'on a déjà commencé. Hein. Je pense que je vais le... Voilà, On est le dedans. podcast a déjà commencé. Bienvenue à épisode 2 de Propulsion. Il faut se propulser en avant. Voilà. Et on est là pour vous aider à vous propulser en avant. Ici à Propulsion, chez Propulsion. Je m'appelle Seb. À ma gauche, j'ai... Émeric. À ma droite, j'ai... Cédric. Et aujourd'hui, on va parler de plein de bonnes choses et j'ai oublié toutes les choses. Non, en vrai, on s'est dit un petit début pour commencer le truc et après, on va improviser un petit peu. Voilà. On est de retour chez Boots & Classic Cars. Toujours les mêmes voitures derrière nous. Bienvenue à tous. D'ailleurs, on a quoi c'est quoi exactement ce que j'ai derrière moi? Là, derrière toi, tu as une Rolls-Royce Phantom 2 de 1930. Ouais. Ça, c'est une très belle auto, une auto, disons, royale, monarque. Ouais, elle est incroyable. Facile pour se garer. Ouais, absolument. Mais tu sais, Là, on a- t'avais pas les bip bip. Ah ouais. Mais tu sais, on a roulé avec cette voiture dans Monaco. Pour te dire, Monaco, les rues sont Ouais. toutes petites. Et franchement, t'es assez tranquille. Ouais. Tu passes pas, tu vas pas dans les rues du Palais Princier, là tu passes pas, mais dans la plupart des Elle routes. fait 8 mètres, Ouais. 8 Ah ouais, mètres de non, long. En fait, il a touché c'est tous immense. les rétroviseurs d'à côté, mais ça Ouais, n'est voilà. pas rendu compte. Lui, sa voiture, ça allait bien, mais pour les autres, ça allait pas bien, quoi. Exact. Non, ça c'est cool. Donc derrière toi, tu as la Phantom 2. Derrière moi, il y a une Bentley. Ça, c'est très beau. Ouais, une Continental Open Tour de 1935. Ouais. Ouais, c'est des belles autos, c'est des pré-guerres. donc C'est très Peaky c'est très Blinders, sympa. quand Ouais, même, ouais, comme voiture. absolument, absolument. Et toi, tu as quand même des voitures sympas qui viennent ici. Nous, avec Emeric, on se demande souvent, on se demande quelles sont les meilleures affaires ou les pires affaires que tu as vu passer, parce que tu as dû voir des trucs passer devant Ouais, toi. bien sûr. Tu as dû voir des gens qui se sont fait des belles marges et des gens qui ont quand même eu des situations un peu plus malheureuses avec Ouais. leur voiture. Est-ce que tu as... Je te mets un peu sur le spot, mais est-ce Ouais. que tu as une idée de voiture où il y a eu un grand changement au niveau du prix? Parce que dans le dernier épisode, on a parlé Mhm. du marché automobile et de la spéculation. Mais quand il y a de la spéculation, il y a aussi beaucoup de mouvements dans un marché. Voilà, exactement. Du haut ou vers le bas. Mais pour te dire, tu sais, dans l'épisode précédent, on parlait de F40 par exemple et F50 aussi. Moi, j'ai une histoire, je connais des gens qui avaient une F40. Je peux pas citer de nom ou quoi que ce soit, mais des gens Ouais, non, bien sûr, qui t'inquiète. avaient une F40 qui, au début de l'année, ils peinaient à la vendre à 950 000. Ils essayaient à tout prix de la vendre. Ils ont baissé le prix à 900 000. Ils essayaient. Personne n'en voulait. 35 000 km. Elle venait de faire la révision. Juste pour te couper 2 secondes, Ouais, j'adore comme dans ce milieu, on dit Ouais. baisser le prix à 900 000 en mode oh putain. Ah ouais, il faut Ouais, un je vais effort, la quoi. baisser. C'est En mode, quand mais- même très très ouais. cher. Tu vois, le gars, il a fait un effort quand même. Et non, donc cette voiture, elle s'est pas vendue pendant longtemps. Et puis, on a parlé de cette vente aux enchères qui s'est passée fin d'année l'année passée. Et le gars vient de vendre sa voiture 1,550. 1 550 000. Donc il s'est fait 500 000 euros. Ah ouais. Un peu plus, 650 Il en s'est soi. fait, ouais, voilà. En gros, ouais, il s'est fait 600 000 euros dans l'espace d'une demi-année. Enfin, dans l'espace un peu plus d'une demi-année. Et tout ça grâce. Et dont une année où on pouvait pas sortir pendant 2 mois, je crois. Non, C'est ça aussi. Et aussi. Donc le mec, il était chez lui. Ah, il s'est mis bien, il s'est mis super bien, tu vois. Et aussi, bon, j'ai plein d'histoires, j'ai beaucoup d'histoires de gens qui ont acheté des voitures au sommet des prix en 2016, début 2017. Je parlais des E-Type qui se vendaient 300 000 euros. Je connais quelqu'un qui avait acheté une E-Type 325 000 euros. Bon, c'était une première série, plancher plat. C'était sympa. Plancher. Ouais, Plancher plat. plancher plat, flat floor comme on dit en anglais.
Aujourd'hui, il n'arrive pas à la vendre pour plus de 150 000, tu vois. Et il a fait la vente à 145 000 récemment, pas via nous, mais je connais l'histoire. Mais ça fait partie de ces histoires qui sont un peu tristes, quoi, on va dire, triste, pour le gars. Et en plus, c'était une voiture qu'il adorait. Il s'en est séparé parce qu'il voulait faire un peu de place chez lui et tout. Mais tu vois que le gars, il avait une larme à l'œil quand il te racontait l'histoire de la vente, quoi, ça c'est sûr. Et il a perdu 150 000, quoi. Ça te fait pleurer quand même. On a une autre voiture qui monte beaucoup en valeur, qui est derrière la caméra. Un jour, on la mettra devant nous. Ouais. Mais c'est une Porsche 962. On a aussi notre pote Lucas Brito. Tu veux venir dire bonjour vite fait? Dis un petit coucou aux caméras. Qui est derrière, qui regarde. Lucas, vidéaste sur Monaco. Et la 962, c'est une voiture qui aussi est en train de monter un peu en prix, non? Alors oui, ça c'est des voitures de course, pas homologuées pour la route. J'en vends une qui est homologuée pour la route d'ailleurs aussi. Ça? Ouais. Tu peux rouler avec ça sur la route? Il y a des versions qui sont homologuées celle-ci, route. non? Non, celle-ci non. Ça c'est une pure de course. Celle-ci, elle a 200 km depuis sa restauration, mais depuis le début, en fait, c'est une voiture qui a été conçue en 1990 par Porsche. Un châssis Porsche, moteur Porsche, boîte Porsche, tout ce qui s'ensuit. Mais en fait, dans les années 90, le groupe C a été aboli, ce qui était la catégorie dans laquelle ces voitures roulaient. Et donc la voiture, elle servait un peu, il l'avait montée, mais en gros, elle ne pouvait plus courir. Donc elle a été vendue en privé après. Et il y a aussi les versions street qui ont été créées un peu aussi en même temps. Mais oui, ça, c'est des voitures qui, aujourd'hui, tu veux faire un Le Mans classique, tu veux faire un Goodwood ou des choses comme ça, tu te ramènes avec ça, mais t'es le roi du pétrole, on va dire. Toi, tu vois ce que c'est, Goodwood? Non. Ouais, t'as souri, tu dis ouais. Goodwood, c'est un événement auto en Angleterre qui est quand même qui est impressionnant. En fait, c'est un gars, Lord March, il s'appelle, Maître March. Et il a une maison et il y a 2 ou 3 événements auto tous les ans dans son jardin. Mais c'est devenu des trucs. Je crois que j'ai déjà vu pareil. Ouais. Sur Automoto, tout ça, ils le font. Ah oui, mais c'est énorme. Ça rivalise Le Mans classique, les trucs comme ça maintenant. Voilà. Donc t'imagines, et c'est dans son jardin. Ouais, il doit avoir un sacré jardin. Ah oui, non, il a un sacré jardin. Et la maison est pas mal. Mais vraiment sympa, vraiment passionné. Il a un circuit du coup dans son jardin aussi. Ah oui. Et non, incroyable. Moi, il y a une histoire. Si vous voulez une petite histoire à avoir avec Goodwood. Goodwood, c'était un endroit où j'étais allé quand j'avais 13 ans avec mon grand-père qui aimait les voitures, qui est une des raisons pour lesquelles je kiffe les voitures. Et on n'avait jamais fait un truc tous les deux ensemble. Et un jour, j'avais commencé YouTube, j'avais un ami qui était dans les voitures qui me donne 2 tickets pour aller à Goodwood. Donc on prend les 2 tickets, on va à l'événement. Et c'était la première fois qu'on avait fait un truc tous les deux. Bref, on passe une super journée à Goodwood et en partant, j'ai eu une sensation bizarre en le regardant partir. Et malheureusement, c'était la dernière fois que j'ai vu mon grand-père. Il est décédé quelques semaines après ça. Donc triste. Ensuite, j'ai eu du mal à retourner à Goodwood parce que du coup, c'était le dernier endroit où j'avais vu mon grand-père. Et c'était difficile pour moi, il y avait eu plein d'invites pour y aller, mais je me suis dit, j'ai pas envie de revenir d'une manière anodine comme ça, juste de revenir. Faut revenir plus en force. Donc, j'étais revenu 1 an pour exposer ma propre voiture, ma Lotus. Donc, c'était déjà cool. Pour moi, je m'étais dit, c'est bon, genre la dernière fois, j'étais venu avec mon grand-père, j'avais pas le permis, j'avais rien. Je reviens, pas 10 ans, mais presque 10 ans plus tard, avec ma propre voiture. Goodwood m'avait laissé mettre le truc, donc ça c'était cool. Et ensuite, un cran plus de ça, lui était fan de Le Mans, il aimait ce genre de truc. 1 an après, j'ai été proposé de conduire une des premières voitures électriques autonomes type Le Mans, LMP2, et de faire la montée de Le Mans. Alors ça, c'est une histoire, je peux la raconter maintenant, et c'est pour ça que j'ai le podcast, parce que j'ai envie de raconter ce genre d'histoire. Et je peux le dire maintenant, mais je pense que sur le moment, les gens qui étaient dans le truc, ils n'auraient pas aimé savoir ça, mais bon, voilà. J'arrive et clairement, donc c'était avec une marque, clairement, ils pensaient que j'étais vraiment genre pilote avec beaucoup d'expérience. Ah ouais. Donc je sais conduire un truc, mais j'ai pas non plus, tu vois, j'ai jamais fait Le Mans. Donc ce genre de voiture, c'est une bête, tu vois. Ils viennent me voir, ils font, c'est bon, de toute manière, la voiture, c'est la première autopilote, donc t'es juste dans la voiture, en gros, pour s'il y a eu une couille, s'il y a eu une merde, tu t'es là pour récupérer le coup.
Donc déjà, Ouais, pression, là t'as un peu la pression, quoi. ok, mais Tu vois, la pression est minime. ouais, mais je me suis dit bon, à la base, je suis juste dans la voiture, plus pour l'image, le gars de YouTube dans la voiture, etc. Et moi, je le faisais pour beaucoup aussi pour en honneur de mon grand-père. Tu vois, j'avais envie de parce qu'on était, je me rappelle, on était au premier virage avec lui à regarder toutes les voitures qui montaient. Donc dans ma tête, je me suis dit, ce serait incroyable. Genre là, je vais être dans une des voitures qui montent. Donc la voiture autonome, je me dis, super, ça va être assez tranquille, elle va monter toute seule. On est mis dans le groupe avec les Formule 1. Donc derrière, j'avais Esteban Ocon dans une Mercedes Formule 1. Et donc j'arrive, et juste avant qu'on parte, ils me disent, ah, on a eu là un petit souci avec le truc, les ordi ne marchent pas, du coup la voiture elle peut pas être autonome, du coup c'est toi qui vas devoir conduire. Et moi je suis en mode, waouh, ok, je sais que le premier virage il est à droite, mais le deuxième, j'ai aucune idée. Tu vois, où il va, je connais pas le circuit. Donc je dis à Cole qui filme avec moi, je dis vas-y, passe-moi ton portable, tu vois, je mets le portable, on va comme ça, je mets moi une vidéo POV du circuit. Donc discrètement pour que personne voit, je suis en train de regarder des vidéos, ok, droite, gauche, il est à combien? Il est à 140, il freine là, ok. J'apprenais le truc. Et il y en a une au monde de ces voitures-là, elle était inestimable. Et donc j'arrive, il me dit juste retiens pas les F1 derrière toi. Wow. Bref, donc je fais le truc, je vais et j'arrive à le faire. Et juste avant que je parte, le gars, je me rappelle, la porte est ouverte. Il me fait juste pour que tu saches, dans la ligne droite, le record qu'on a, c'est 180 ou 160. J'imagine que tu pourras pas faire plus que ça. Pam, il ferme la porte. Ouais, et donc toi dans ta tête, je freine pas avant sans. Donc bref, j'ai fait ça. Donc après une ligne droite, si on connaît Goodwood, donc il y a 2 virages à droite. Tu arrives dans une ligne droite. J'arrive dans cette ligne droite. Je suis à 165. J'arrive à passer ce truc. Je freine, je bloque un peu les freins. Là comme ça. Bref, la voiture, j'arrive à garder. Et on repart. Je fais ce tour. Et deuxième fois qu'on y va, le truc autonome avait marché sur la voiture. Ah, okay. Et donc je fais la moitié du circuit, je m'arrête devant où j'étais avec mon grand-père, je sors de la voiture, je fais un signe pour mon grand-père et la voiture part toute seule. Et ça c'est mon histoire avec Goodwood. Mais ouais, bref, c'était un truc qui était... Elle est partie toute seule la voiture. Ouais, allez sur mon Instagram ou cherchez RoboRace sur YouTube, vous allez trouver, c'était incroyable. T'es rentré à pied en fait. Ouais, non mais vraiment, genre je sors de la voiture, c'est incroyable parce que c'est une technologie où tu en entends parler, les voitures autonomes, mais quand tu le vois en vrai, ça doit être surprenant. C'est un autre truc parce que genre j'étais dans une voiture, je conduis la voiture, je sais, c'est une sensation comme une voiture normale, donc tout comme une voiture normale, je sors, j'ai fait un petit signe, eux sur les ordis à 800 mètres de nous, ensuite ils ont commencé à faire rouler le truc. Et en plus, elle roulait limite mieux que moi. Ça, j'avais pas aimé. Tu sais, je la voyais monter le reste du circuit. Et j'étais là en mode non mais les gars, tu peux pas faire ça. Ouais, tu peux pas. Il n'y a pas de pilote et il conduit mieux que moi. Ouais. Mais j'avoue ça fait un peu peur. Et il y a des accidents quand même à Goodwood. Il y a pas mal de. Il y a des voitures qui ont des prix de malades qui sont ruinées là-bas. Bon, tu me diras c'est la même chose au Grand Prix historique à Monaco. Ouais. Je veux dire l'année passée on a vu, d'ailleurs avec Lucas qui filmait à ce moment-là. On a vu 2 Ferrari Niki Lauda partir dans le mur. Hein, ça c'est vrai, c'est un truc intéressant. Lucas qui quand même a eu une des vidéos automobiles les plus virales, je dirais, de 2021. Ouais. Non Tu devrais nous raconter ça. Je sais pas si tu veux vite fait venir prendre une place. Peut-être tu peux partager ou... Non, tu vas prendre la mienne. Moi, je veux bien partager. Parce que c'est intéressant. C'est intéressant. J'ai fait les calculs l'autre jour de combien de vues ça avait atteint. Avec les comptes qu'on a partagé nous, donc le compte d'Automobile Club, le compte de Formule 1 et le mien perso, on avait atteint 4,1 millions de vues avec cette vidéo. Ouais. Parce que c'était la première fois qu'on avait fait ça dans une voiture Formule 1. J'avais vu cet angle qui était déjà fait dans une F40, elle était... Ouais, la vidéo avec les pots en feu et tout. Pour expliquer, tu avais mis une caméra 360. Ouais. Je vais pas non plus donner ton secret de comment tu as fait, mais tu as mis une caméra 360 quelque part sur la voiture pour qu'on puisse avoir l'impression de vraiment être comme dans les jeux vidéo, dans une third person. L'aileron derrière. L'aileron derrière, ouais. Le but de ce que je voulais faire, c'était d'avoir l'angle
comme quand on joue les jeux vidéo, tu as ce angle third person view. Troisième personne, ouais. Third person view qui est derrière l'aileron. Et donc, mais surtout le truc, parce que nous on en parlait avant, je me rappelle la pression que tu avais parce que tu as une voiture inestimable. Deux. Ouais, tu mets une caméra dessus. Si elle tombe, tu as une voiture encore plus inestimable juste derrière. Et tout le monde s'attend à quelque chose. Mais comme tu étais un peu le premier à le faire, personne ne savait ce que ça allait être. Je me rappelle, l'histoire elle était un peu rigolote. Ouais, c'est parce ça. qu'en fait le test, quand on a eu le rendez-vous, on avait déjà eu des autres vidéos qu'on allait faire pendant le Grand Prix historique, et comme pas une blague mais comme un petit essai, j'ai dit écoutez, vous savez très bien qu'une de mes spécialités c'est les caméras on-board et tout ça, extrême. Si vous avez une voiture qu'on peut jouer avec, on peut essayer de faire quelque chose de nouveau avec des caméras embarquées. Ils disent ok, on va y réfléchir. Je fais ok, rien va se passer. Une semaine plus tard, ils m'envoient une photo. Donc on a ces deux voitures Ferrari de Niki Lauda. Tu peux mettre des caméras dessus. En plus, ils t'ont passé les meilleurs. Tu te rappelles de l'année des voitures? 1974, c'est la Ferrari 312 B3. C'est ça. Donc il y avait Niki Lauda et Clay Regazzoni qui étaient les pilotes quand ces voitures roulaient en F1. Et c'est donc dans le film Rush, la voiture qui est plus utilisée dans le film Rush, je pense que c'est l'année d'avant. Ok, ouais. C'est 73. Mais c'est une voiture, enfin c'est des millions. Donc, plusieurs et le test, je pense que on a fait une vidéo ensemble. Le seul jour où j'ai eu l'opportunité de tester les outils que j'ai utilisés, c'était avec toi dans une Bentley, et on a roulé pas plus que 50 km/h par heure, quoi. Donc comme c'était le premier à faire ça, on a roulé à 50 avec une Bentley dans un environnement où ça va. C'est autre chose que sur une voiture de F1 sur un circuit fermé avec Jean Alizzi au volant. Et c'était mythique. Et cette vidéo, je suis content pour toi parce que cette vidéo, elle a vraiment explosé. Et les gens peuvent trouver où tout est... En fait, cette vidéo, c'est sur le compte YouTube de Automobile Club, donc ACM Media. Si vous mettez vidéo plus populaire, c'est la première. Et après, la Formule 1 l'a divulguée aussi. ESPN. Et toi, tes comptes, c'est quoi? C'est parce que toi, tu as mis des behind the scenes. Je l'ai mis behind the scenes sur Java Production. Sur YouTube. Donc, si jamais vous voulez voir ça, parce que comme ça vous allez pouvoir comprendre un peu plus de ce dont on parle. Mais ça, c'était une petite parenthèse avec Lucas parce que c'était quand même une des vidéos les plus vues et pour moi c'était vraiment une démonstration de comment utiliser les nouvelles technologies qui ont été développées dans le monde des caméras avec l'émotion des anciennes voitures. Donc de combiner les deux, c'était vraiment spécial. Et moi, ce qui m'a trop fait rire, c'était bravo déjà. Et ce qui m'a trop fait rire, c'était les théories de chaque personne pour savoir comment ça a été filmé. Un drone. Ça, c'était incroyable. Là, les gens, ils pensaient que c'était un drone. Après, il y a des gens qui faisaient des dessins de quelqu'un assis derrière l'aileron arrière avec une caméra comme ça. Tu vois, le mec, il se prend tout le vent. Non, mais c'est très intéressant parce que on voit des photos des fois comment ils faisaient dans les temps historiques, les scotch avec les caméras énormes. Sur les voitures, sur les ailerons, donc c'est intéressant de voir à quel point on est arrivé maintenant mais c'est aussi ton petit secret, parce qu'on va pas dire exactement comment tu l'as fait. On va voir cette année, on va faire des autres choses qui aussi n'ont jamais été faites. Donc voilà, on va essayer de faire quelque chose de nouveau. Soyez prêts les amis. Grand Prix historique 2022. Java Production, Lucas Brito qui va refaire plus de vidéos bientôt et comme ça vous Emric, je te donne ta place. Emric, il était bien là-bas avec le chien, tu sais, il est parti vers son truc. Le chien aboie pas. Mais ouais, c'est sûr. Donc ouais, on disait Goodwood, il y a pas mal d'accidents. C'est un circuit dangereux. Monaco, du coup, où Lucas a filmé sa vidéo aussi, c'est dangereux. Et est-ce que vous avez déjà eu des petites situations un peu difficiles en voiture? Parce que toi, tu m'as raconté que tu avais eu un truc en Panda, non? Ouais, c'est ça. Enfin, c'était pas une belle expérience du tout dans le sens où... j'étais en Fiat Panda. J'avais 18 ans, c'était pendant mon stage. J'avais fait un stage l'été chez McLaren à Bruxelles.
T'avais fait un stage chez McLaren? Ouais, chez McLaren. Comment t'es arrivé à faire ça? À travers des contacts? Oui, voilà. En fait, on a notre écurie dont je t'ai parlé, Boutsen-Gignon, qui, en fait, le groupe Gignon en Belgique, c'est un gros groupe d'importateurs automobiles. Et ils ont notamment McLaren sous leur ombrelle, on va dire. Et donc oui, j'avais réussi à dégoter un stage chez eux dans le département. Dégoter. Pardon, tous les épisodes, on va sortir les mots un peu niche. Surtout que le mec parle 5 langues et il te sort des mots en français. Que même nous, on connaît pas. Dégoter, c'est pas non plus. Mais c'est vrai qu'on l'utilise pas tous les jours. J'avoue. Et bon, j'avais réussi à dégoter un stage chez eux. J'étais super content. Et un jour, j'allais au lunch, j'étais dans la Fiat Panda d'un ami à ma mère, Eddy, qui est un super gars, qui m'avait gentiment prêté sa voiture. Et il y a un feu rouge et je suis à côté d'une voiture, on sort du feu rouge. Et en fait, tu avais plein de voitures parquées à droite de nous. Et il y avait un gars qui, moi j'étais à peu près 50, 55. T'as un gars qui sort de sa place de parking sans regarder dans le rétro du tout. Ah ouais. Donc il me tape. Il était tout seul dans la voiture? Non, ils étaient à 4 dans la voiture. Ah ouais. Tu vois, il devait être distrait, tu vois, sûrement. Et donc ça tape mon avant droit. Il vient de ma droite. Moi, je tape l'avant droit. Ça dévie ma course complètement. Et je passe de la route. Ça dévie ma course. Non, mais oui, tu m'étonnes, tu tapes. Ah non, mais la direction complètement explosée. Ouais. Genre, je tourne vers la gauche. J'arrive, je monte au-dessus du trottoir. Et puis c'est de l'herbe, et puis tout d'un coup il y a un arbre qui devient de plus en plus gros, qui est juste en face de moi. Et blam, je me suis pris l'arbre. En McLaren. Non. En Fiat Panda. Ah, voilà. C'est un peu la même chose. C'est un peu la même chose. Non, je plaisante. Mais ouais, je me suis pris l'arbre. Malheureusement, c'était une vieille Panda, donc les airbags ils sont pas sortis. Je me suis pris le volant en plein juste au-dessus du nez ici. J'avais un beau petit trou, c'était super sympa. Mais bon, mais pas de blessés, enfin toi. Non, il y avait juste moi, l'idiot dans l'histoire qui s'est pris quelque chose. J'étais pas en faute. Eux, ça allait, enfin dans le. Ah oui, ils avaient rien. Ils avaient une voiture. Il y avait personne à gauche ou toi. Non, heureusement. Bon, en plus, heureusement, j'ai pas tapé la voiture qui était à gauche de moi en sortant du feu rouge parce que c'était une Porsche. Ah oui, c'était une Porsche. Alors que l'arbre, ça va. Ouais, là, non, l'arbre. En fait, l'arbre, c'était marrant que tu dis ça parce que l'arbre, pendant les 2-3 années après. C'était en fait une rue, l'avenue Churchill à Bruxelles, et t'as plein d'arbres là. Et je savais dire quel arbre j'ai tapé parce que c'était le seul sans avec le tronc qui était genre bien éclairci comparé aux autres. Ouais, est-ce qu'on ne demanderait pas si quelqu'un est à Bruxelles là et regarde ce podcast, si vous arrivez à envoyer une photo c'est où? C'est l'arbre l'arbre sur l'avenue Churchill. C'était en allant sur la place Bruckmann. Bah, on enverra une casquette Boutsen ou quelque chose comme ça. Non, exactement. Si vous arrivez à trouver l'arbre, je pense que maintenant ça a repoussé dessus. Okay. Mais si vous voyez un arbre avec une espèce de petit trou comme ça sur le tronc, ben c'est mon arbre. Ouais. En gros. Bah après, ouais, c'est sûr que des expériences comme ça, c'est pas fun, mais je suis sûr que tu as appris un petit peu. Maintenant, quand tu sors d'une place de parking, tu regardes un petit peu. C'est pour ça que je voulais dire. Dans chaque expérience comme ça, tu apprends. Ouais, c'est à l'autre gars qu'il aurait fallu. Oui, je sais, mais tu y penses quand même. Tu penses quand même à regarder parce que lui, il n'a pas regardé. D'où la faute du truc. Ou même quand je roule, de bien regarder que les gars. Dans les rétroviseurs, tout ça, ouais. Bien regarder que les gars qui sont parqués ne sortent pas d'un coup comme ça, essayer d'un peu anticiper. Oui, c'est des choses qui s'apprennent. Mais ça, moi, j'ai ce réflexe. Enfin. Je touche du bois, que je l'ai encore et que je continue à avoir. Mais avant, j'avais beaucoup de scooters. Et j'avais ce réflexe-là, justement. De toujours regarder les rétroviseurs, que ça soit celui du milieu ou celui des côtés. Parce qu'en fait, les gens, souvent, ils tournent sans regarder. Ils regardent après, en fait. Exact. Et en scooter, ça peut aller vite. Et du coup, j'avais vachement je regardais vachement les rétroviseurs, tu vois. Après, c'est vrai que, moi, un accident, j'en ai pas trop eu. J'ai eu des petits accrochages, mais dans des parkings. Mais il y a des trucs à retenir, c'est que je m'étais fait avoir. J'avais une jeune fille avec un A, avait tapé en gros l'avant de ma voiture avec le phare. Et la voiture n'avait rien. Donc j'ai dit, c'est rien. Et en réalité, je me suis fait avoir. Pourquoi ? Parce qu'en l'emmenant au garage, je me suis rendu compte que le phare directionnel ne fonctionnait plus. Donc c'est pas visible, mais la pièce derrière. Et ça coûtait une fortune. T'avais pas fait de constat. Non, parce que tu t'es dit, la voiture n'a rien, mais en réalité, elle avait. Faut toujours faire si jamais tu as un souci, c'est mieux tu perds rien à faire le constat. C'est vrai, mais pareil, une deuxième fois, je me suis fait avoir, mais
j'ai pas eu de gros accidents, donc ça va. Mais une fois, je suis en smart, il pleut, une petite mamie me rentre derrière et je vois qu'il pleut, ma voiture est noire, je vois qu'elle a rien. Bon, ben c'est bon, partez. Et puis elle me dit, s'il y a un problème, je vous laisse mon numéro. Elle me l'a laissé. Mais le lendemain, je me suis rendu compte qu'il pleuvait plus et que le pare-choc était cassé. Parce qu'avec la pluie, tu vois pas. Elle t'a donné un faux numéro. Elle m'a jamais répondu. Donc, ouais. Et c'était une petite mamie, tu vois. Donc je me suis dit, bon, voilà, elle va pas me la faire à l'envers. Mais en réalité, c'est les pires, et pourtant, je crois. Ouais, c'est ça. C'est où il faut le faire le plus attention, quoi. Ah, mais bon. Ouais, sur les rallyes et tout, des fois, tu vois des trucs. Je me rappelle une fois, j'étais sur une conduite là avec des gens. Il y avait une voiture qui avait tapé. Je me rappelle pas ce que c'était. Je crois que c'était une Ferrari, une 430 ou quoi. Et pareil, ils n'avaient pas fait de constat, parce qu'ils croyaient qu'il n'y avait rien. Et ensuite, ils avaient vu que le système d'échappement de la voiture était complètement plié, parce qu'ils avaient tapé de derrière, ça ne se voyait pas à la base. Mais ça coûte vite cher. Les petites, ce qui ne se voit pas, coûte très cher. Ouais, bien sûr. C'est ça. Ah, mais c'est toujours ça hein, avec donc, les voitures. Mais ouais, sur les rallyes, c'est sûr que... Ouais, t'as déjà fait des rallyes, toi? Alors moi, personnellement, oui, j'ai fait un rallye, disons, on a fait un rallye en Autriche pour le 60e anniversaire de mon père. On a fait un rallye custom à Kitzbühel des gens qui sont venus. Et c'était, c'était 2 jours incroyables. C'est super fun en plus. Et l'année passée, j'ai suivi tout le Tour Auto. En fait, mon père a fait le Tour Auto avec Hervé Erdioni de la Banque Rothschild à Monaco. Et ils l'ont fait en Porsche de 1965, une toute vieille. Et c'est incroyable parce que parmi les Cobra et les E-Type et ces voitures hyper sportives qui étaient toutes première, deuxième, troisième, quatrième et tout, t'as une petite Porsche qui se place là en 5e de tout le classement. Ah, donc ils ont eu un bon... Ça s'est bien passé. Ouais, ils ont fait quelque chose de dingue. Ils ont fait un super bon résultat. Et cette année, ils vont le refaire en Cobra normalement. Ok. Donc là, on espère un bon résultat. Le Tour Auto, j'y suis. Deuxième. Je suis jamais allé. Ouais, deuxième ou premier, quoi. Ouais, voilà. Mais franchement, ça vaut la peine. C'est incroyable. C'est une expérience. Vraiment, Peter Auto organise ça et ils font ça très, très, très bien. Dans le sens où chaque jour, tu as un beau parcours, tu vois des paysages incroyables. Tu manges dans des endroits vraiment c'est ça. spéciaux, c'est incroyable. Puis ça doit être la bonne franquette, je pense, non? Ça doit être. Ouais, voilà, c'est ça. Tu dois bien manger, un peu loin, et puis, c'est cool, bonne ambiance. Attendez, il y a juste la cam là. Le Tour Auto, c'est vraiment un truc à voir. C'est un bel événement. Moi, je le conseille à beaucoup de personnes si je peux. Mais en termes de rallye, je pense que toi, t'avais fait quelque chose aussi d'assez impressionnant, non? Dans ça, ce monde-là. Donc maintenant, ce qui est cool en ayant ce podcast ensemble, c'est donc on est potes, on traîne ensemble nous, mais on retient certaines histoires et certaines expériences parce qu'on commence à en parler, on se dit non, on en parle sur le podcast. Ouais. Donc là, juste avant, on avait déjeuné ensemble et j'ai commencé à parler un peu du Gumball. Gumball 3000, vous connaissez tous du coup. Ouais. Le rallye par excellence. Le rallye par excellence qui a été commencé par un gars qui s'appelle Maximilian Cooper. C'est lui qui l'organisait. Ouais, donc en fait, c'est un Anglais. Et à la base, ils étaient genre 10, tu vois, à partir. Et c'est devenu de plus en plus grand. Et maintenant, c'est un mythe. Il y a des milliers de personnes qui viennent. Ouais. Et c'est pas... Le truc qui est particulier avec le Gumball, c'est pas un rallye basé sur la vitesse ou quoi, comme un... Tu vois, Tour Auto, il y a un classement. Oui, c'est basé sur... La régularité, t'as plusieurs épreuves, la régularité et puis tu as celui avec les spéciales où tu vas le plus vite que tu peux. Voilà. Moi, le rallye historique de Monaco que j'ai fait, c'était régularité. La plupart des rallyes, Gumball, pour gagner, il y a juste ce qu'ils appellent le Spirit of Gumball Award et c'est rien à voir avec la vitesse. C'est l'équipe qui amène le plus d'ambiance au rallye gagne le rallye. C'est pas du tout. C'est rien à voir. Donc, faut que tu ailles à toutes les soirées. Faut que tu aies de la merch que tu donnes aux fans. Faut avoir une voiture avec un covering de dingue ou une voiture de dingue. Et ça montre un petit peu l'ambiance du truc. Donc, c'est moitié pour les endroits où on va parce que c'est des endroits de dingue. Pour les foules incroyables qu'il y a. Parce qu'il y a des personnes qui ont des collections de supercars et tout. Pendant une semaine, c'est des superstars. Parce que tu viens sur le Gumball et n'importe où tu vas, il y a 20 000 personnes qui attendent ces personnes. Donc, ceux qui ont des grosses collections de voitures, ils vivent comme des stars pendant une semaine, tu vois. Et ensuite, tu as des soirées, genre,
Je me rappelle une soirée, on y va, t'as Martin Garrix et Afrojack qui mixent dans la lobby de l'hôtel. Genre, t'as Usher qui chante dans la boîte où tu vas. Enfin, donc les soirées, c'est quand même. Les plus grosses soirées, disons. Que tu verras de ta vie. Ouais. Et parce que eux, ils y participent aussi. Parce que eux, ils y participent. Ils y participent. Voilà. Usher, tu vois. Usher, il a participé. Je savais pas du tout, tu vois. L'année, où c'était Londres à Tokyo. J'avais fait la moitié. J'avais pas fait parce que souvent ils font une moitié quelque part, puis ils mettent toutes les voitures sur un avion et tu fais l'autre moitié quelque part d'autre. Donc mon premier Gumball, c'était Stockholm à Las Vegas. On a fait Stockholm, Oslo, Copenhagen, Amsterdam, avion, San Francisco, Los Angeles, Las Vegas. Ah ouais. Et d'ailleurs sur celui-là, ça c'est. Il y a un nom de truc sur Gumball, donc je suis en mode est-ce que je peux en parler ou est-ce que je peux pas en parler. Mais on est parti de Los Angeles et en fait il y avait un gars, je vais pas dire qui c'est, qui avait une boîte en Californie et il est venu nous voir, on s'entendait assez bien et tout. Il fait les gars, j'ai ma boîte ici, donc j'ai demandé à tout le monde de la boîte de prendre une journée, pas en congé parce que du coup il travaillait encore, mais pas au bureau, et de se mettre, nous on conduisait de Los Angeles à Las Vegas, de se mettre de la route entre LA et Las Vegas et de nous dire si jamais il y a des voitures de flics. Donc le gars avait des spotters tout au cours de la route pour dire. Et donc il me dit ça, il me dit ben tu vois c'est un rallye, faut quand même qu'on s'amuse, et je dis pas que c'est une bonne chose de faire, et nous franchement on n'avait pas conduit si vite que ça, eux oui on les a perdus après, mais bref il nous dit reste avec nous comme ça au moins t'es sûr tout va bien se passer. Je fais ok, pas de souci. Il y avait et pareil je vais pas citer de nom, mais il y avait 2-3 personnes qui étaient un peu connues, des gens dont j'ai parlé avant, qui étaient avec nous, et on a pris donc on avait une McLaren F1, une McLaren P1 pardon. Ça change quand même. C'est pas pareil. Et une Porsche 918, une F50. C'était. Il y avait le line-up de rêve. Koenigsegg Agera. Et on est parti. Et à un moment, on vient sur une route où ça se baisse et tu vois tout l'autoroute devant toi. Et je voyais les voitures, on roulait quand même à une belle allure sur cette route assez vide, avec le coucher du soleil derrière nous, avec ces caisses devant. Et c'était incroyable. C'est des trucs, tu te dis, je ne vais seulement vivre ça sur ce. Oui, surtout avec ce genre de voitures. C'est des voitures que tu vois peut-être une fois à Monaco de temps en temps, mais avant de passer à Monaco, tu vois pas ces voitures. Non, et surtout tout ensemble. Tout ensemble, et en plus. Et pas garé. En train de rouler, mais en train de vraiment rouler, tu vois. Parce que le bruit, tout ça, F50 straight pipe, c'était magique. Et après, le truc, c'est tout le monde est fan auto. Donc on se garait, enfin on allait faire le plein et tout, on était super excités, un comme l'autre. Tu disais, oh, t'as vu le moment où la F50 elle a lâché une flamme et il y a eu ci, il y a eu ça. Et trop bien, mais de partout on est allé sur Gumball aussi en Roumanie et en Hongrie avec des voitures pareil de dingue, et t'arrives dans des villes où ils n'ont jamais vu une supercar et après d'un coup t'en as 100 qui débarquent, et ça c'était magique de faire. Tu voyais des enfants et tu te vois un peu dans eux où tu dis peut-être que cette personne n'a jamais vu une supercar. Tiens, assieds-toi dedans. Et la réaction d'une personne qui n'a jamais vu une supercar, qui s'assoit dedans, qui la démarre, qui l'entend pour la première fois, incroyable. Et il faut penser aussi aux patrons de station-service quand même. Big up à eux parce qu'ils se sont bien régalés pendant cette course. Big up patron de station-service pendant. Ils étaient bien contents de voir toutes ces supercars. Quand ils passaient, eux, ils se régalaient. Mais le Gumball, c'est vraiment particulier. Et vous avez eu des problèmes parfois? Est-ce qu'il y a eu des petits accrochages ou je sais pas, des soucis avec les forces de l'ordre ou des petits trucs comme ça? Ouais, avec des forces de l'ordre. Moi, perso, pas trop. Tu te fais arrêter. Je me rappelle quand on allait en Allemagne. L'Allemagne ne voulait pas que le Gumball passe. Ouais. Mais on ne pouvait pas contourner un pays. Tu vois, c'est quand même un sacré délire. De un, et un pays avec des autobahns où tu n'as pas vraiment de limitation de vitesse à certains endroits. Ouais. Du coup, ils nous disent, ça c'était sur celui, je crois, Stockholm-Tokyo. Ils disent, vous allez pouvoir passer, mais ça va être, vous allez être limité, vous, à 110. Vous allez être dans des groupes de pas plus de 10 voitures à la fois.
Et si on vous chope à plus de 110, même sur les autobahns illimités, retrait de permis, retrait de voiture, tout. Et donc ça, c'était quand même un peu bizarre parce que, enfin, c'était juste les voitures qui avaient les stickers, quoi. Ouais, mais ils voulaient pas que le gumball arrive, ce que je comprends. Parce que, ouais, tu sais jamais si... Parce qu'il y a des personnes qui se mettent trop dans l'ambiance et qui déconnent. Moi, quand je dis là, à LA, à Las Vegas, nous, à un moment, on roulait, mais tu vois, on roulait à 160, 150. Parce que je dis pas que c'est une... Oui, mais après, voilà, c'est pas non plus après, t'es avec une supercar aussi, donc... La Koenigsegg avec laquelle on était, à un moment, elle est partie super vite et on s'est dit non, quand même, on va pas déconner. Donc, je comprends qu'en Allemagne, ils se disent, on n'a pas envie d'avoir ces gens-là qui passent à 250, 300, qui ont fait la fête le soir avant, qui ont peut-être pas beaucoup dormi et tout ça, je comprends. Mais de là à limiter à 100 sur un autobahn qui, de toute manière, tu pourrais rouler à 130, 140 facile. Mais ouais, donc il y a eu des problèmes. Je sais que tous les ans, il y a des retraits de permis sur le gumball. Il y a des retraits de voiture. Enfin, il y a de tout. Mais c'est impossible à décrire. Enfin, c'est le genre de truc où limite, si vous avez des questions, allez-y parce que il y a tellement de choses que je pourrais en parler pendant 5 heures, mais je sais même pas où commencer, donc c'est dur de décrire ce genre de rallye, quoi. Moi j'ai une petite question. T'avais d'autres personnalités auto qui faisaient ça avec toi? Je sais que t'étais dans le up and coming à ce moment. Moi la manière que j'ai réussi à le faire, c'était à travers Shmi 150. Mon premier, j'étais dans l'équipe de Shmi. Parce que moi je faisais les montages de vidéos de Shmi à un moment. Mais je faisais mes vidéos à moi. Et c'était avec lui dans sa 650S et on avait une Bentley que j'étais venu un peu dans son équipe. Tu vois, c'était la première fois que je l'avais fait. Donc il y avait lui, on avait passé pas mal de temps avec Deadmau5, le DJ aussi, qui lui l'avait fait. Lui, il a une 458 Ferrari. D'ailleurs, lui, on lui a enlevé le permis. Ah ouais? En France. Et il s'est fait enlever le permis et c'est son copilote qui a dû conduire. Tout stické avec le Nyan 4 dessus, c'est trop bon. Et lui, exemple parfait. Des choses que tu vis seulement sur le gumball. On arrive à Las Vegas après cette fameuse soirée. Lui, il est en McLaren P1 cette fois-ci. Et c'est quand même un mythe, Deadmau5. C'est un DJ, c'est une légende. Et donc, on arrive à Las Vegas. Il allait faire un show devant 10-15 000 personnes. Et comme on avait fait ce truc, on avait kiffé la journée ensemble et tout, il fait viens, monte sur scène avec moi. Et je me suis retrouvé sur scène avec Deadmau5 devant 15 000 personnes comme ça. Oh, mais qu'est-ce que... Enfin, comment t'as dansé? Ouais, non, j'étais là. Il a gesticulé. Ouais, voilà, il y avait un peu de monde aussi sur scène. J'étais pas le seul sur scène, mais ça, c'est des choses qui t'arriveraient jamais autrement, quoi. Incroyable. Et c'est cool parce que de raconter ces histoires aussi maintenant, enfin, c'est des trucs où même moi, là, en parlant à vous, j'ai pas revécu ça depuis longtemps, tu vois, c'est des trucs qui se sont passés. C'était il y a combien de temps? Je me souviens pas. Moi j'avais 18, 19 ans. Ah, donc l'année passée, quoi. Ouais, voilà, c'était il y a 3 mois. Non, donc du coup c'était quand même il y a 6 ans. Je sais que, je sais pas si c'était en même temps que toi, mais Pog il a aussi fait le gumball, non? Ouais. Bah toi Bah en tant que Belge, tu connais bien le petit Pogo. On connaît quelques personnalités, ça fait partie un peu de... Bah il a fait l'année où ils ont filmé un truc sur C8. Ouais, c'est ça. Je sais pas, si vous avez vu, mais C8 était venu, avait filmé un truc. L'équipe de C8 était super sympa. Après, tu sais, à la télé, c'est... je pense plus pour Pog que pour moi, ça a été un peu pas un choc, mais une surprise de la manière que certaines choses sont tournées à la télé comparé à YouTube. YouTube, c'est très naturel, c'est très... tu filmes 12 minutes de vidéo, tu mets 8 minutes sur YouTube, tu vois, tu fais un petit montage et voilà. À la télé, ils filment 100 heures de vidéo et ils utilisent un quart d'heure. Ouais, bien sûr. Et si tu fais ça, tu peux raconter l'histoire que tu veux. Exemple, moi, il y a un moment dans le clip où ils ont raconté quelque chose. Donc, je cherchais un sponsor parce que le gumball, c'est tellement cher. Je cherchais un sponsor. Et donc, ils montrent un clip où je discute avec quelqu'un. Et ensuite, ils ont dit Sébastien était content, je crois, avec comment s'est passée la discussion. Et tu me vois, moi, en mode ouais, comme ça. En fait, ce moment où je faisais ouais, c'est parce que j'avais perdu ma voiture dans un parking énorme. Et pendant 20 minutes, je cherchais la voiture. Et quand je la revois, je fais ouais, tu vois, comme ça, j'étais content. Mais ils ont pris ce moment, ils l'ont collé à quelque chose qui n'avait rien à voir. Ouais. Pour moi, c'était pas gênant, c'était pas quelque chose de mauvais. Ils ont dit qu'il était content. Oui, j'étais content, donc ça me gênait pas. Mais
ça m'a quand même fait penser, faut quand même faire un peu attention parce que si tu as les caméras avec toi tout le temps, on peut écrire un peu l'histoire qu'on veut. Ouais, c'est eux qui choisissent. Je crois qu'ils ont fait ça un peu plus avec Pog qu'avec moi. Par contre, je trouve qu'ils ont bien fait le truc et l'équipe, c'est pas contre C8, honnêtement. Et je dis pas juste ça parce que, mais ils étaient très gentils avec moi et je trouve que voilà, c'était une bonne vision et une bonne histoire racontée sur un rallye que beaucoup de gens ont envie d'entendre. Mais télé, excuse-moi, mais comme on parlait de Drive to Survive dans l'épisode précédent, je veux dire, il y a une raison pour laquelle Verstappen a dit qu'il voulait plus faire cette saison-ci, c'est que tout a été dramatisé dans un mode que il les faisait un peu paraître pour des méchants, quand en réalité ils utilisaient des images d'un endroit pour décrire un autre. Je veux dire, ça c'est le monde de la télé. Camion qui passe là derrière, donc désolé pour le bruit. Mais oui, en fait. Moi j'ai une amie qui avait fait un truc télé-réalité, tu vois, où elle était en date avec un mec sur le truc de télé-réalité et il lui avait demandé une question en mode est-ce que tu avais envie de venir à ce date? Elle a dit oui, elle n'était pas emballée mais elle a dit oui. Et à un autre moment pendant le date, quelqu'un lui a demandé est-ce que tu veux commander de la viande? Et elle a dit non. Elle a pris le moment où ils ont pris le moment où elle a dit non, ils l'ont collé au moment où elle a dit est-ce que tu veux venir sur le date? Et donc après elle s'est fait elle est passée pour arracher dans les commentaires parce qu'il disait mais qui dit non j'ai pas envie de venir sur le date, tu vois. Mais en fait c'est pas du tout ce qu'elle avait dit. Mais quand t'as des vidéos et des sound bites, ça s'appelle ça, de quelqu'un, tu peux raconter l'histoire que tu veux. Absolument. Donc moi c'est pareil, comme je dis, c'était pas fait d'une manière méchante en ce qui concerne C8 et ce truc sur le rallye. Je sais que Pog avait c'est son point de vue sur ça quand c'était sorti, je me rappelle pas exactement, mais il y avait des trucs que moi je trouvais pareil, ils avaient pas nécessairement bien raconté l'histoire sur Pog, parce que Pog est une personne très gentille, une personne tu vois, déterminée et passionnée par la voiture et la tech. Et on a eu des moments, ça a été aussi pas mal documenté sur YouTube, où on a eu des malentendus, disons, sur tout ce qui s'est passé sur YouTube. À un moment où moi je voulais sortir une vidéo, il voulait pas que je la sorte, etc. Mais en tout, il a toujours été bienveillant envers moi. Moi, je trouve que les vidéos qu'il fait sont intéressantes parce que c'est complètement différent. Donc, Pog a fait sa fortune, tout a bien marché pour lui avant YouTube, tu vois. Donc, il fonctionne sur YouTube à perte. Et ça, c'est quelque chose où la liberté que tu as pour ta créativité, énorme. Quand tu peux faire ça, quand tu peux dépenser, il dépense des dizaines de milliers d'euros sur ses vidéos. Il en poste une tous les 2 mois. C'est un luxe. Il y a Lucas devant moi qui me regarde. Tu sais comment c'est. Lucas qui, lui aussi, c'est galère quoi, quand tu as envie de sortir les vidéos, parce que c'est comme ça aussi que tu as certaines rentrées d'argent, etc. Tu as envie de sortir les vidéos, tu peux pas en faire une toutes les 3 mois quand tu décides que tu as envie de la faire. Et surtout, il faut faire attention au coût. Tu te dis, si j'ai un monteur, si j'ai cette vidéo, si j'ai ça, c'est tout un calcul au niveau des coûts. Si tu ne dois pas t'inquiéter de ça, la liberté créative que tu peux avoir est dingue. Et le fait qu'on ait un Pog, une personne comme ça, c'est quand même spécial d'avoir ça dans ce milieu. Et dans le milieu automobile, on a de la chance d'avoir des individus qui peuvent se permettre de nous faire kiffer de cette manière-là. Parce que sans se soucier du coût de la production derrière. Donc, tu vois, si Pog a envie d'acheter une nouvelle voiture juste pour faire une vidéo, ben, il peut. S'il veut avoir une équipe de tournage avec 6 angles différents, toutes filmées sur des caméras de qualité, il peut. Donc, je trouve ça très intéressant. Naturellement, toute personne qui fonctionne au niveau auquel il fonctionne ont des caractères particuliers intéressants. Et j'ai pas passé assez de temps avec Pog pour vraiment cerner à 100% le caractère. Mais je trouve que c'est sûr qu'il est très intelligent. Tu n'arrives pas au niveau où il est sans être très intelligent. Et envers moi, a toujours été bienveillant. Tu vois, a toujours été très clair de la manière qu'on avait cette relation dans ce milieu ensemble et qu'on allait collaborer ensemble et faire des choses. Vous avez déjà travaillé ensemble. On a déjà travaillé ensemble et on est potes. Enfin, on se parlait là il y a quelques jours et c'est cool, tu vois. Il n'y a pas du tout cette rivalité un peu. Hein. Non, parce que ça sert à rien. Moi, je trouve sur YouTube d'avoir les rivalités, mais il y en a qui peuvent peut-être le penser. Mais surtout, ce point de vue qu'on fait la même chose,
il n'y a pas peur de copier parce que c'est tellement différent un peu ce qu'on fait. Et moi, je trouve ça juste très cool pour la communauté automobile d'avoir quelqu'un qui peut juste se plonger sans regarder, tête en première, dans la créativité de cet espace. Et ça, je trouve ça quand même spécial et je kifferais pouvoir faire pareil. Mais bon, je peux pas aujourd'hui. Genre là, si on fait un podcast, tu vois, par exemple, sans budget, là, on aurait 8 angles différents sur des caméras RED avec une équipe de tournage derrière. Mais on y arrivera. Mais heureusement qu'il y a des personnes qui le peuvent. Et il faut un peu de tout. On peut pas juste avoir, tu vois, quelqu'un comme ça qui peut se permettre d'investir dedans. On peut pas juste avoir les vidéos plus pas naturelles, mais disons simples, où c'est juste filmé sur un iPhone, etc. Il faut avoir les deux. Et la chance qu'on a aujourd'hui dans ce monde automobile et à travers YouTube, c'est de pouvoir avoir le point de vue qu'on souhaite sur le sujet qu'on adore. Donc, tu as envie d'avoir un point de vue naturel à travers un iPhone, tu l'as. Ouais. Tu as envie d'avoir un tournage Top Gear, tu l'as. Tu as envie d'avoir un entre-deux, il y a POG. Tu as envie, il y a tout ce que tu veux. Et c'est à travers ces nouveaux outils dans les réseaux sociaux que le monde a pu développer dans les dernières années, ça nous permet d'avoir une relation tellement plus intime et personnalisée envers l'automobile qui est l'objet qu'on adore qu'on a pu avoir dans le passé. Donc c'est exceptionnel. Ouais, je suis parti un peu dans mon délire. Non, mais c'est très bien. C'est bien dit, ouais. Et moi j'ai une question par rapport à ce que dans l'épisode précédent on parlait de la pista de Charles Leclerc. Et la pista de Pog, t'en penses quoi? Moi j'ai vu des vidéos, des photos qui sont quand même... Elle est quand même très belle. Ce carbone bleu, je sais pas ce que vous en pensez. Non, c'est lui... Ah non, c'est pas lui, c'est son pote. Comment il s'appelle? C'est Emmanuel. Emmanuel, qui a le carbone bleu, lui. Emmanuel a le carbone bleu et à la coupée et Pog à la Spider, je crois. Moi, j'aime beaucoup. Ça, ouais. Moi, j'aime beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup. Les deux configs, je veux dire, elles sont belles. Enfin, j'aime beaucoup les jantes en or, moi. C'est spécial. Toi, t'aimes pas. Quand quelqu'un dit c'est spécial, ça veut dire qu'ils aiment. Non, allez. C'est joli, mais peut-être pas sur celle-ci. C'est ça. Moi, je sais pas si je prendrais ça pour une pista. Voilà. Mais jantes en or, tu vois, c'est pour moi. C'est cool, c'est beau, ça dépend sur quelle voiture tu mets. C'est ça, voilà. À 100%. C'est sympa, mais pour moi, c'est pas mon truc que je mettrais sur une caisse tout de suite. Quoi, on va dire, tu vois. Ouais, non, sur une Subaru bleue. Voilà. Mais tu vois, c'est obligatoire. Oui, ça oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, t'as des Ferrari rouges même avec les jantes dorées comme ça claque. C'est sûr que ça claque. C'est joli. Moi, je préférais une touche peut-être jantes en carbone ou quelque chose comme ça. Les jantes en carbone sur la pista, c'est beau, mais ça coûte une blinde et tu prends un truc, faut remplacer toute la jante. Et après, c'est 9000 balles, je crois, la jante. Je parle au niveau esthétique, pas pratique. Ah oui, niveau esthétique, c'est incroyablement bon. Sur la SF 90, les jantes en carbone, c'est 36 000 €, je crois. 36 000 €. Mais après, tu sais... Ah, tiens, c'est quoi? C'est intéressant que tu parles de Ferrari. Parce qu'on a la Pista, la SF 90. Deux voitures esthétiquement belles. Ouais. Mais Ferrari vont normalement cette année-là annoncer une voiture qui risque d'esthétiquement être un peu plus bouleversante. C'est le 4x4. Bien sûr. Ouais. Le 4x4 de chez Ferrari, le fait que Ferrari fasse un 4x4, mais en plus grosse parenthèse, le fait que des constructeurs de supercars fassent des 4x4. C'est pas nouveau. Porsche, Bentley. Et d'ailleurs, ça a sauvé Porsche, je crois. 60% des ventes de Porsche. Le Cayenne a sauvé Porsche. Vraiment super fort. Et des 60% de leurs ventes en 2021, c'était Cayenne Macan. On a Lamborghini Urus, il me semble que c'était 7400 ou 7500 voitures vendues de chez Lamborghini, dont 4800 étaient des Urus. Je peux te dire que tout le monde veut un Urus aujourd'hui. En Belgique, j'ai de la demande pour ça. En Allemagne, en France, partout, on me demande des Urus. C'est très beau. Et ça n'a même pas décoté. Ça fait 3-4 ans que la voiture est sortie. Et la cote est toujours présente. D'ailleurs, s'il y a une phase 2 ou pas du tout, ou c'est toujours le même, c'est ça? Là, pour l'instant, c'est la même chose. Disons que certains petits points technologiques dans la voiture peuvent changer. Mais au niveau, disons, de la voiture en entier, la mécanique et tout ça, c'est la même voiture. Je me demande s'ils vont faire un Urus STO ou un truc comme ça. Ça serait intéressant, ça pourrait être vraiment chouette.
Mais Ouais, bah c'est parce que c'est une super voiture. Enfin, juste niveau conduite et niveau sensation, c'est pas mal. Après, il y a l'autre côté, c'est les Bentayga Cullinan. Ouais, les Cullinan, ça c'est. Le prix d'une Cullinan. Ouais. 500 C'est 000 500 euros. 000, exact. C'est juste un peu en dessous de 500 000, je crois. Ouais, c'est Et ça. on dirait un taxi londonien. Ouais, et en plus, on peut Ouais. pas s'amuser autant qu'avec un Urus, je pense. Mais j'adore. C'est le genre un Oui. Cullinan, c'est le genre de voiture où tu sais pas pourquoi t'aimes bien. Comme mais t'aimes toutes bien. les Rolls-Royce, c'est un peu comme Tu ça. les regardes le Rolls-Royce. truc, tu te dis, je pourrais pas te dire. Je sais pas pourquoi j'aime, mais j'aime. Non, je suis Ouais, d'accord. oui, c'est beau, c'est très beau. En fait, c'est très classe. C'est Rolls. Ouais, mais une fois que tu roules dedans, Je suis jamais monté dedans, donc je peux pas te dire, mais c'est vrai que. ben c'est un peu comme, je sais pas, toi, t'as toujours kiffé les 911 ? Oui, ouais, depuis. Même avant d'être même monté les, dedans même les premières. Oui, j'ai toujours. Parce que c'est la ligne que j'aime en fait. Mhm. Et ce que je trouve intéressant, c'est que la ligne, tu la retrouves de partout. Sur tous les Mais véhicules. ça, Ouais. dis-moi, un Cullinan comparé bêtement à un Range Rover Sport. Oui, si tu t'y connais pas. Mais le point que j'allais dire, c'est quand avant que je roule dans une 911, je l'ai regardé, je disais, c'est cool, mais c'est pas plus que ça. Puis Ok. j'ai roulé dedans, j'étais en mode, ah ouais, ok, je comprends. Ah oui, oui, bien Le sûr. Cullinan, jamais roulé dans un Cullinan, Mhm. moi, je crois, mais j'ai roulé dans des Rolls. Les Rolls avant, je kiffais pas trop. J'ai roulé dans une Rolls et j'étais en mode, ah ouais, je comprends. Ça séduit, c'est sûr. Et donc, c'est Mais un peu ça, de ça c'est pareil, un peu- les Rolls, je trouve ça beau, mais jamais. C'est pas ce que j'achèterais pareil. Ça, tu c'est vois. vrai, Mais il c'est faut- magnifique. Il faut rouler dedans. Ça, Mais c'est vrai, voilà, il ça, faut rouler sûrement, dedans. ouais. Après, tu comprends que t'as un vrai char. T'as Ouais. un char, un truc qui pèse un point infâme. Mais t'as de la puissance sous le capot et c'est silencieux au possible à l'intérieur. C'est C'est ça. confortable. T'es méga confortable. Oui, c'est Bah, en moitié plus, voiture, moitié bateau. on en Voilà. parlait récemment. Je sais plus, on a croisé une Rolls, on était ensemble, et j'ai dit, oh, ça, c'est un tank, que ça doit pas avancer. Et tu m'as dit, tu rigoles ou quoi? Il y a, je sais plus, 500, 600 C'est chevaux. ça, dedans. de ouais. 600 chevaux. Et j'ai dit, ah, mais je pensais pas qu'il y avait autant, tu vois. Je savais que c'était une belle bête, mais je savais pas que ça marchait autant. Ouais. Après, c'est intéressant parce que, bon, aujourd'hui, on est jeune, on peut peut-être pas se la payer, mais dans 10 ans, 15 ans, si on a vu que les marchés vont sûrement redescendre aussi, si on peut s'acheter ça, ça peut être pas mal si c'est abordable. Je sais pas. Après, le problème avec ça, c'est s'ils font un 4x4 V12. Ça Et va pas être après- abordable. Après, Ça va pas être l'entretien, c'est surtout ça. Ouais, Ouais. donc, on va L'entretien. peut-être l'acheter à un bon prix, mais. Oui, tu mais- pètes, On dirait pas le wow, méchant quoi. d'un film là, I was Avec- expecting you, Mr. Bond. avec le chien là. Mais non. Après, moi, dites-moi si vous êtes d'accord avec ça, mais je trouve que si ça leur permet d'avoir le budget de développer des voitures comme la Daytona SP3, comme la Exactement. 812 Competition, alors pas de souci, Oui, allez-y. oui. Mais si ça veut dire qu'ensuite toutes les voitures vont être dans ce style-là, non. Mais si ça permet de débloquer un budget comme, tu vois, grâce à la Cayenne et la Macan, Porsche font des GT3 Touring. C'est ça. Porsche continue à faire des GT3 RS atmosphériques. Donc ok, super. Et Cayenne, Macan, c'est des super voitures. Si ça veut dire que c'est la future direction de la marque, là c'est plus inquiétant. Mais je Ouais. pense pas, je pense pas. que Non, ça- je pense qu'ils sont quand même bien ancrés et ça sera toujours C'est supercar. c'est juste, à mon avis, c'est suivre un peu la mode. Ouais, la mode de tout le monde. Et, Et je pense se que dire ça, que, c'est pas voilà. une mauvaise idée. Après, faut voir Comme comment tu- ils vont pousser le truc. Après, il y a un autre, j'ai vu un essai là ce week-end. J'étais surpris. Bon, je passe du coq à l'âne. Ça reste un 4x4. Mais c'est le Land Rover Defender. Mhm. Donc ils l'ont sorti en hybride, et ils l'ont sorti, c'est une belle bête, un beau bébé. Sauf qu'ils ont sorti un modèle V8, je sais pas si vous avez vu, 565 chevaux je crois. Le bruit que ça fait et le monstre que c'est. Ah ouais, ouais. J'ai vu ça à Automoto ce week-end et je trouve ça incroyable. Par contre le prix, dites-moi une idée de prix comme ça, enfin c'est Ah, ça va être, hors de comme prix. dirait GMK, ça va être aberrant. Aberrant, ouais. Ouais. Le prix bien optionné, enfin peut-être toute option, il commence à 125 000 J'allais euros. dire 180. 125. Il commence, hein. Et il est bien optionné, voilà, il est à 200 000. Pour un Land Rover Pour un Defender. Defender. Et tu sais que les. Mais V8 qui fait un très beau bruit. Ouais, je veux bien. Je veux bien. Attendez, il y a un truc à couper. Et Donc- sinon, les gars, dans le monde auto. Tu vois, on a coupé pour les caméras et c'est bon, maintenant il reprend, il s'y connaît maintenant, il sait comment ça marche. après vous, très cher. Ouais, il sait comment. Il s'est dit, allez, on rentre dedans de manière naturelle. Non, de temps en temps, il faut qu'on coupe parce que oui, les caméras peuvent pas tenir aussi longtemps que nous, malheureusement. Mais ouais, donc le Defender très cher. Une autre voiture, ça m'intéresse d'avoir votre point de vue et surtout, je sais, tu connais la Project One? Alors, bon, j'ai vu une de tes stories hier ou avant-hier sur ça. Mais au début, non, je savais pas du tout ce que c'était.
Et j'ai juste vu la story. Je me suis même demandé ce que c'était. Je pensais que c'était une Porsche au début sur la story. Parce que j'avais pas vu le modèle. Et non, c'est vrai qu'après, je sais pas trop. Ça va être une sacrée voiture. Ça, c'est un truc de malade. Je veux dire, Mercedes qui sort une voiture, bon, très très limitée, mais avec un moteur de F1 dedans. Je veux dire, ça, c'est du jamais vu, on va dire, à la limite. Non, c'est du jamais vu. Et en plus, apparemment, ils vont faire des trucs super cool. Bon, pareil, ça risque de juste être une rumeur, mais celle de Nico Rosberg aura le moteur avec lequel il a roulé en Formule 1 dedans. Celle de Lewis Hamilton aura le moteur dans lequel il a roulé. Et celle de George Russell sera une Williams. Mais alors, du coup, dans ces cas-là, cette voiture-là, elle est commercialisée ou c'est une édition limitée? Non, ok. Donc ça fait. Elle était supposée sortir en 2020. Voilà. Supposée sortir en 2021. Supposée sortir en 2022 maintenant. Mais ils ont des galères parce que donc, un moteur de Formule 1, c'est pas fait pour rouler sur la route. Non. Du coup, elle monte jusqu'à 11-12 000 tours minute, mais à ses points morts, idle. Oui, point mort. Elle serait à 7-8 000 tours. Ouais. tu peux pas être au feu rouge à 8 000 tours minute, tu vois. Donc il faut qu'ils trouvent des solutions pour tout ça. Je pense qu'ils sont pas loin. Elle va avoir 1086 chevaux. Donc ça sera la plus... Des Mercedes, ouais. Parce que là, c'est la Ferrari qui a le plus de chevaux. Non, c'est la Bugatti. Ah oui, je suis bête, la Bugatti. Après, t'as la Pininfarina. Tu connais la Devil 16 ? T'as déjà vu ça ? Ouais. Ça, c'est des projets aussi qui sont en travaux pour l'instant. Mais ça n'a jamais roulé, je crois, la Devil 16. Ouais, c'est ça, c'est des concepts. Voilà, ça va être beaucoup. Je crois que tu as 800 et quelques chevaux du moteur 1,6 litre V6. Et après, tu as 4 moteurs. Électrique, un pour chaque les hybrides, roue. ouais, c'est ça. Et du coup, tu as 1086 chevaux. Mais ça va faire le bruit d'une voiture de Formule 1. Et Mercedes, ils ont un budget illimité pour le développement de ce genre de voiture. Donc, tu peux imaginer qu'ils ont tout balancé pour que ce soit le meilleur truc. Mais ce qui est cool avec ce genre de projet, c'est tout. Tu regardes une Ferrari Enzo quand elle est sortie. Tout ce qui était sur la Ferrari Enzo a fini sur les Scuderia, sur les Special. Donc tu regardes la Project One maintenant, dans 10-15 ans, tout ce qui est dans la Project One sera dans les futures voitures. Mais est-ce que la Project One, est-ce que ça serait pas inquiétant? Mais est-ce que la Project One, c'était un projet qui était limite juste trop irréaliste, même pour Mercedes? C'est ça la question, parce que ça fait tellement longtemps maintenant. Et il y a des gens qui ont mis des apports de plusieurs centaines de milliers, voire des millions d'euros. Et ça fait 2 ans, 3 ans qu'ils attendent leur voiture. Et tu n'as aucune nouvelle sur quand elle va arriver. Donc, on a un prix sur cette voiture? Je crois que c'est 2 millions et quelques. Ouais, c'est 2 millions plus. Ouais. On ne connaît pas l'exactitude. Après, on peut demander à certains qui en ont. Mais... Et elle est limitée. C'est 200 exemplaires max. Je crois que c'est pas beaucoup. Ça va valoir une fortune. Ah, mais ça, oui, déjà, la revente, le jour où ça à mon sort. avis, Pour moi, c'est la voiture maintenant que je trouve la plus excitante et la plus incroyable. Il y a ça, il y a la Valkyrie, mais le fait que ce soit Mercedes qui ont les 7 championnats, ou 8 championnats maintenant, 8 championnats constructeurs qui sortent une voiture une hypercar comme ça en même temps avec un moteur de Formule 1, il n'y a pas mieux. Donc, mais j'ai juste peur que ce soit pas à ce qu'on s'attende. Peut-être. Moi, personnellement, j'ai été séduit rien que par le look. Oui, le look est très beau. C'est ça, c'est j'ai vu la voiture. T'as une espèce d'allure d'une CLK GTR tout en gardant, je veux dire, le nouveau, qui est un look qui ensemble est fabuleux. Moi, je trouve cette voiture incroyable à regarder. Ça, et de toute manière, ils s'y connaissent beaucoup mieux que n'importe lequel d'entre nous. Donc ils vont sortir une voiture qui va être incroyable. Le look. L'aéro là-dessus est juste tout simplement inexplicable. Je veux dire, elle me fait penser à une voiture du Mans, moi. Mais c'est ça, la CLK GTR, c'était ça. C'était les voitures de Mercedes du Mans. Ça vaut combien maintenant une CLK, tu sais? Non, tu sais pas, c'est 5-6 millions. Non, plus maintenant. Hein? Plus, je veux dire, je sais qu'il y en avait une sur le marché qui tournait autour des 8 millions récemment. Mais les Porsche 911 GT1, par exemple, les 996, on est autour de ça aussi. Mais là, par exemple, il y en a sur le marché, il n'y en a pas beaucoup.
Et les gens jouent de ça. Donc, je veux dire, le gars, il nomme son prix. Je veux dire, il y en a qui partent à 12 millions maintenant. Bon, la plupart des gens paieront peut-être pas ça. Mais t'en as à 12 millions, t'en as qui sont vendus à 8, 9, 10. C'est autour de ça aujourd'hui. Et toi, aujourd'hui, qui est dans ce milieu, si je te disais, tu peux aller acheter une voiture, là. N'importe laquelle. Un investissement pour le futur. Ouais, ça dépend de combien tu la payes au début. Si Ouais. tu veux que ce soit un investissement, tu dois voir combien Bien tu dois y acheté. mettre au début. Mais est-ce qu'il y a une caisse? Je te donne un exemple. Ouais. Moi, je pense que les Carrera GT, Ouais. ça va être une voiture qui, dans le futur, va valoir une fortune. Carrera GT, c'est une Porsche, boîte manu, moteur de course, V10 atmosphérique. Incroyable. Elle est fabuleuse. Ça vaut une fortune, mais je pense que ça va Ouais, ça va accroître. encore. Et c'est celle où Paul Walker est mort. Ça. Oui, c'est ça, exactement. C'est la C'est voiture. ça, elle a eu de la mauvaise presse pour ça. C'est une voiture qui est apparemment, je n'ai jamais conduit, qui est apparemment difficile à conduire. C'est une voiture qui valait au début, je crois que c'était dans les 250 000 euros. Non, cette voiture-là. Ouais. Aujourd'hui, elle en vaut 800. Ou peut-être 350, je pense. non Ouais, Ouais. c'est peut-être ça. Ouais. Moi, j'avais toujours cette image quand j'étais plus jeune, c'était 250 000 pour une Ok. raison ou une autre. Parce qu'à l'époque, c'était déjà un budget. Hein. Ah ouais, bien sûr. Bien Bah, sûr. même aujourd'hui. Non, mais je veux c'est dire, un énorme. Aujourd'hui, à 300 000 euros, t'as une Portofino. Oui, par exemple. Une belle. C'est vrai, Ouais, c'est quand ça. tu dis ça, Donc, c'est vrai. c'est et vrai. c'est pas du tout les mêmes voitures. Non. Et la Carrera GT, c'est C'est vrai. iconique. Ouais, c'est vrai. C'est iconique. Donc je pense, ouais, la Carrera GT, techniquement, c'est un investissement qui est intéressant dans le sens où si tu la payes pas trop cher, tu l'as dans doubleras une ton couleur prix. particulière parce que les jaunes, Ouais, les jaunes, elles sont dingues. Elles sont assez il dingues. n'y en Mais a pas bon, beaucoup. après la grise, enfin La la, grise, la c'est un silver, classique. c'est ce qui attire le plus de gens. Noir, c'est pas mal aussi. Ouais, noir, c'est classe. C'est pas mal du tout. Mais toutes les couleurs sur cette voiture vont bien, honnêtement. Ouais. Je veux dire, c'est tellement beau à voir. Et avec un straight pipe, le bruit que ça fait. Ça, c'est dingue. C'est dingue. Mais bon, en soi. Donc tu serais d'accord avec moi? Ouais, moi je suis assez d'accord avec ça. Carrera GT, c'est une voiture que j'ai toujours adorée et franchement, comme investissement, c'est pas mal. Genre, je t'aurais dit d'acheter une F40 il y a un an, par exemple. Ça, Faudrait ou gagner une 500 000. F50. Une F50 aussi. Non, les F50, t'en as qui se vendent plus de 3 millions aujourd'hui, les F50. Je veux dire, c'est des voitures qui ont pris énormément. C'est faux que les F50 valent le double des F40 quand même. Elles sont C'est une sorties voiture après. plus. C'est une. Ouais, mais les F40, c'est la voiture dont on entend parler le plus. qui Oui, est mais la la F50 plus est 10 fois célébrée. mieux. Alors, techniquement, Ouais, la F50, ouais. c'est une coque en carbone entier. La F40, Décapotable. oui, décapotable aussi. V12. V12 comparé au V8. F40, c'était une voiture qu'au début, ils allaient en produire à peu près 500. Ils ont terminé à en faire 1400 parce qu'il y avait tellement de demandes. Ça a Ouais. énervé tous les premiers acheteurs. Là, surtout qu'ils ont dû payer. Ah ouais, bien sûr, ils ont payé cher. Mais aujourd'hui, voilà, l'investissement est revenu. La F50, c'était vraiment l'apothéose du développement de ce type des supercars Ferrari à l'époque. Et ce qui est important aussi aujourd'hui, c'est la dernière manuelle, la supercar manuelle de Ferrari. Ouais. Donc ça attire aussi. Il y a plein de petites choses comme ça qui font que tout le monde en veut une. Moi, c'est une œuvre d'art, hein, cette voiture. Ouais. Pour moi, c'est une œuvre d'art. Demain, tu viens à ton showroom, tu me dis, tiens, tu peux la conduire. Il y a 60% de chances que je te dise non parce que c'est justement un bel objet, tu vois. Ouais. Par contre, c'est vrai que je me dirais, il faut la conduire, tu vas peut-être en conduire une fois dans ta vie. Je suis même pas sûr d'en avoir vu beaucoup. Non, Même sur Monaco, c'est j'en très vois rare, jamais. non, C'est c'est très 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 rare. rare. Je suis même pas sûr d'en avoir vu C'est une en fait. intimidant. Mais- C'est très intimidant Ah ouais. comme voiture. Mais la F50 par exemple est beaucoup plus agréable à conduire que la F40. La F40 D'accord. c'est dur, c'est très difficile, t'as un embrayage de folie dessus. C'est assez compliqué à manier. Une F50 avec le moteur V12, t'as un peu plus de confort, on va dire. D'accord. Mais c'est vrai qu'elle est impressionnante. Il y a un bruit. Il y a quelqu'un Ouais. qui est passé avec un vélo. Ah, c'est. Ok, ouais, il y avait un petit bruit. Voilà. Mais la F40, ouais, moi je kiffe, mais. Ah, moi aussi, Mais c'est à celle qui a choisir brûlé. entre les deux, je prendrais la F40 Ah ouais. perso en termes de look, mais en Ouais. termes d'investissement et disons de confort, conduite, ouais. de confort dans la conduite, c'est plutôt la F50. C'est plutôt la La F50. F40, c'est celle qui a brûlé à Monaco. Exactement. La Celle que F40. quelqu'un sur Ouais. sa terrasse essayait Même- de même le l'éteindre à voisin. l'arrosoir. Même le voisin essaie de l'arroser. C'est gentil ça, c'est gentil. Exactement. Mais donc ça, je t'aurais dit ça. Et puis aujourd'hui, oui, si tu arrives à t'acheter une CLK GTR ou une 911 GT1, GT1, ouais. la 996 plutôt peut-être.
Si tu arrives à les toucher pour moins de 8 millions, ou peut-être même moins que ça, si tu arrives à en toucher à des prix comme ça, c'est des chiffres. C'est fou. Mais dans 10 ans, qui te dit pas que ça vaudra 20 millions ces voitures? Tu vois, tellement les prix augmentent aujourd'hui, on est dans une zone où on sait pas dire. Ouais. On sait vraiment pas Ouais, dire. mais on pourra pas perdre d'argent en tout cas. Voilà. Si je mets 8 millions C'est là-dedans, ça. tu perds pas d'argent. Exactement. Bah, bon. tant mieux. Hein. Bah, sur ce, On va trouver 8 millions. si vous avez on va aller trouver 8 millions. Et on mangera Mais, des pâtes après. Pendant toute notre famille, pendant 4 générations, mangeront des pâtes. Mais je pense sur ce, on finit notre petit épisode. Bah, ça va. Mais ouais, c'était notre 2e épisode de Propulsion. Mais en tout cas, les gars, merci. Merci Super à toi. cool. Merci à toi. Juste un petit rappel qu'on est sur YouTube. Donc, si vous ne nous avez pas encore vu sur YouTube, abonnez-vous à la chaîne. Franchement, ça nous aide beaucoup. Ça nous soutient énormément. On est aussi sur Apple Podcast, sur Spotify. Donc, si jamais tu es dans la voiture, en train de faire un petit road trip que tu as envie d'écouter, ne nous oublie pas. On est là. Propulsion. Emric, Cédric, moi c'est Seb. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et on vous dit à très bientôt. On est de retour dans 2 semaines. Ciao. Ciao.